Oui, Calcifer? C'est toi le héros de la vidéo, c'est ça? C'est moi le vrai héros de cette chaîne. Oui, je m'appelle Calcifer. Je suis Calcifer. Je suis un petit chat très curieux et qui aime beaucoup le trépied. Salut à tous. Laissez un pouce bleu si vous m'aimez bien. Hey, salut. Ça vous dit on parle lecture? Donc bonjour à toutes et à tous, parce que bon, même si Calcifer a voulu prendre possession de la chaîne et en est un petit peu aussi propriétaire, désolée de vous décevoir, mais bon, c'est quand même moi qui vais vous parler pour mon second update lecture. Si vous aviez trouvé pour les titres, bravo. Sinon, eh ben, c'est pas grave. En tout cas, le mois est plutôt bon, vous allez le voir. Décidément, ce début 2024 est un vrai bonheur. J'ai de gros coups de cœur qui sont arrivés encore et on va commencer par l'un d'eux qui est cette jolie beauté. Donc, Le vendeur du magasin de vélo de Harare Matsumushi, édité donc chez Le Lézard Noir. C'est une petite merveille de douceur, c'est un bonbon. On va suivre l'histoire de Hano, qui est une jeune fille adorable, mais qui est un peu bizarre selon certaines personnes, qui a du mal à dire non. Elle est très effacée, pourtant c'est pas qu'elle a pas d'opinion, c'est pas qu'elle sait pas, c'est qu'elle a du mal à les faire sortir. Et alors que tous les matins, elle va au travail à vélo, Rio, qui est juste ici, en fait, trouve quand même toujours que son vélo est en mauvais état. Donc un jour, il va lui proposer de réparer son vélo. Donc au début, elle accepte parce qu'elle se sent un peu intimidée quand même par Rio, qui est très beau, mais qui a l'air d'être quand même la racaille du quartier. Sauf que entre eux va commencer à se lier au début une relation un peu amicale, mais on sait pas trop. Et elle va découvrir que derrière, en fait, son côté racaille qui dit au contraire d'elle tout ce qu'il pense, se cache aussi quelqu'un de très bien et de très gentil. Et là, on est du coup sur une histoire un peu tranche de vie, très douce, très simple, mais qui est tellement prenante. En fait, on est sur vraiment des problèmes de la vie de tous les jours, mais qui ont de l'impact. C'est pas le centre de l'histoire, c'est vraiment leur relation à eux deux qui va se construire autour de petits instants où ils vont apprendre l'un et l'autre, lui à s'ouvrir et elle à enfin dire un peu ce qu'elle pense. Et regardez-moi cette merveille. C'est la petite surprise. Attention, attention, vous êtes prêts? Ça, j'ai adoré. Derrière, c'est pas un plastique comme d'habitude, c'est pas juste du papier. Non, derrière, c'est cartonné. On dirait un joli petit carnet qu'on pouvait écrire, tu sais, vous savez, quand on est au lycée. Et regardez-moi ces couleurs. Ces planches couleurs de début très pastel, très à l'ancienne. J'adore. Enfin, franchement, moi, j'ai été complètement emportée. Il y a une espèce d'imperfection douce dans le trait que je trouve complètement folle. Je suis conquise. Les personnages sont tout doudous. On en apprend de plus en plus sur eux. Il y a des histoires plus ou moins simples et des histoires parfois même un peu tristes, mais de la vie. En finissant le deuxième tome, je me suis rendu compte qu'en fait, on va aller même sur des pentes auxquelles je ne m'attendais pas. Il y a quand même plein de mystères qui commencent à se mettre en place et j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite pour savoir ce qui se passe dans leur vie, enfin comment va évoluer leur relation à eux deux, et en découvrir plus, notamment sur le passé de Rio et son enfance, et aussi savoir comment Hano va évoluer et va commencer à s'affirmer. Je suis tombée amoureuse, c'est très doux. Si vous aimez les lifestyles, si vous aimez les relations saines, douces, si vous aimez les histoires d'amour adultes, en fait, un petit peu, parce que là, on n'est pas du tout sur du lycéen, hein, on est sur des histoires d'adultes avec des prises de position aussi sur la société japonaise, notamment sur la place des femmes et sur le harcèlement qu'on peut avoir parfois au boulot. C'est édité en plus chez un petit éditeur, c'est Lézard Noir, et pour le moment, tout ce que j'ai lu de chez eux, c'était beau. Bon, oui, j'ai lu que 2 titres pour le moment, mais c'est quand même... Les 2 titres sont extraordinaires, donc si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, j'adore. Après, Le vendeur du magasin de vélo, deuxième coup de cœur. L'amour est dans le thé de Umebashi Yamanaka. Un
bonheur à lire, édité du coup chez Glénat dans la collection Shoujo. On suit du coup l'histoire de Chako qui est contrainte de quitter la ville, son travail, sa maison, tout, parce que elle était fiancée à un mec qui était complètement fou. Elle a essayé de rompre avec lui, mais il la poursuit partout. Il a même réussi à rentrer dans son appartement. Donc elle décide de tout plaquer à la ville et de retourner dans l'exploitation de thé familiale pour s'y enterrer et vivre tranquillement loin de ce malade. Et alors qu'elle était censée retrouver son frère qui devait gérer l'exploitation, elle se retrouve nez à nez avec une petite fille et un homme qu'elle a jamais vu, Ishin, ici présent, qui vont lui apprendre que en fait son frère est en train d'écrire un roman pour finir les fins de mois et qu'en fait il a laissé l'entièreté de la gestion de l'exploitation familiale et de sa fille, donc la nièce en fait de Chako, à Ishin qui doit tout gérer. Et elle va se retrouver avec cet homme qu'elle ne supporte pas parce que leur relation débute très mal, soyons honnêtes, à devoir vivre avec les deux. Avec donc une petite fille et lui, qui la méprise, elle, qui ne supporte pas son côté ah, vous les femmes, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et elle va se retrouver malheureusement par devoir faire croire qu'ils sont mariés pour continuer à échapper à son fiancé qui, évidemment, en gros malade qu'il est, l'a évidemment retrouvé. C'est le début d'une fausse relation entre les deux qui va débuter et c'est hilarant. Enfin, je suis désolée, mais j'adore, je suis ultra fan du personnage de Chako et de son caractère. C'est une femme de caractère qui se laisse pas marcher sur les pieds, féministe, qui supporte pas qu'on lui impose une vision parce que c'est censé être une femme. Et Ishin, mais qui est le côté de l'homme de la campagne un peu bourru, et qui a pas envie de se laisser faire et on sent l'ours avec un petit cœur tout mignon parce qu'il élève quand même une petite fille comme si c'était la sienne. Cette petite fille adorable que vous voyez ici, sa nièce, c'est un bonheur quoi. Enfin, c'est très drôle, c'est une vraie enfant. On apprend plein de choses sur le thé aussi. Je sais pas si vous êtes fan de thé, moi j'adore. Enfin, j'adore le thé. C'est ma boisson principale, soyons honnêtes. Non seulement on a une histoire d'amour qui se promet d'être très drôle, parce qu'on se doute bien qu'ils vont finir par tomber amoureux, mais c'est vraiment drôle. Il y a des vrais sujets de société, encore une fois, des adultes. La petite promet des situations rocambolesques. Les dessins sont très doux. On est sur du dessin shoujo un peu lambda, mais qui me plaît bien. Je suis juste trop fan, j'en peux plus. Moi, quand je vois des trucs comme ça me fait toujours marrer. Il est sorti toute fin 2023. Foncez. Si vous aimez les histoires d'amour, les tropes enemy to lover, et puis mariage semi-arrangé, parce qu'en fait ils sont pas vraiment arrangés, mais ils voulaient pas se marier, enfin ils voulaient pas s'épouser, mais les trucs de faux mariage, foncez, vous allez adorer. Moi j'avoue, hein, c'est un péché mignon, j'adore, donc foncez, il est trop bien. Ce mois-ci j'ai également fini The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye Ultramarine de Mei Hachimoku, Kudon et Kuka pour le caractère Kara Design. Du coup, la suite et fin de cette série que j'avais vraiment adorée en 2023. Et j'ai attendu que les 2 derniers tomes sortent pour les lire à la suite. Et j'ai pas été déçue. 4 tomes, c'est exactement ce qu'il fallait pour terminer. Pour l'histoire, on suit Todo, qui est juste là. Tono, pardon, qui est là, qui est un jeune lycéen qui a perdu sa sœur quand ils étaient enfants et qui se sent responsable de sa mort et qui, pendant un été, découvre un tunnel dont la légende dit que si on traverse le tunnel, si on arrive à traverser tout le tunnel, notre vœu sera exaucé. Le problème, c'est qu'apparemment, le tunnel avale le temps. Donc il va faire la rencontre de Hana Shiro, qui est une jeune fille de Tokyo qui a aussi des intérêts dans le tunnel, et ils vont expérimenter ensemble, du coup, ce tunnel, combien de temps passe, est-ce que ça marche vraiment, est-ce qu'ils vont pouvoir faire leurs vœux, etc. Et dans ces 2 derniers tomes, on aborde, du coup, on a le fin mot de l'histoire. Est-ce que le tunnel marche? Est-ce que le vœu va réussir? On imagine bien que Tono, lui, son vœu, c'est de ramener sa sœur. Est-ce que Hanashiro va réussir à le suivre jusqu'au bout? C'est rare que des séries en 4 tomes soient aussi abouties. Vous savez, souvent quand il y a des petites séries comme ça, il y a un tome de « Ah, j'aurais bien aimé un tome de plus », ce qui m'est arrivé notamment dans Entre nos mains, j'aurais bien voulu un tome de plus pour clôturer l'histoire. Là, pour le coup, non, même pas la peine. C'est achevé, c'est aller au bout de ce qu'il devait avoir. Ce qu'on découvre sur Hanashiro m'a pas du tout déçu, au contraire, j'ai trouvé ça génial.
La relation qui noue tous les deux est très saine et très belle. C'est la voie de cette rédemption, de cette réconciliation avec soi et avec la vie, pour ce jeune homme qui est persuadé d'être responsable de la mort de sa sœur et de la destruction de sa famille, par la même, occasion. Si vous aimez garder vos lectures en fonction des saisons, c'est, la petite série, achetez les 4 et lisez-les en été. Ça sent bon l'été japonais, ça sent bon les histoires d'amour d'été, mais en même temps sous l'histoire d'amour, elle est tellement en arrière-fond. Il y en a une, oui, mais c'est pas ça, l'histoire. L'histoire, que ce soit pour lui comme pour elle d'ailleurs, et ça j'ai trouvé ça super bien, c'est pas elle, elle est amoureuse de lui, et puis son histoire à elle, elle est un peu en arrière-fond. Non, elle a une vraie histoire, elle a des vrais intérêts, et tous les deux ont des ambitions et une histoire différente et des vrais objectifs à atteindre. Du début à la fin, c'est une bonne série. Autre lecture donc qui est sortie en ce début de 2024, je ne pouvais pas passer à côté du nouveau tome de Solo Leveling que heureusement mon amoureux m'a ramené. J'étais ravie parce qu'il les dévore aussi. Édité chez K-Books. Solo Leveling, c'est un webtoon qui se passe à peu près à notre époque et dans notre monde, sauf que des portails se sont ouverts sur d'autres mondes, ce qu'on appelle des donjons, dans lesquels des monstres vivent, et si les portails ne sont pas refermés, c'est-à-dire que si les boss de chaque donjon ne sont pas tués, les monstres peuvent ensuite se déverser sur la terre et bah, c'est pas bon pour les humains, vous imaginez bien. Pour pallier à ça, certains humains ont vécu des éveils, donc qui leur ont donné certains pouvoirs et certaines capacités physiques qui leur permettent de rentrer dans les portails et d'aller combattre les monstres. Ces guerriers sont rangés par rang, qui donne en fait le niveau de puissance, et une fois qu'on est éveillé, normalement, on n'augmente pas de puissance, sauf si on vit un double éveil, mais c'est très très rare. Et du coup, on va suivre l'histoire de Jinwoo, qui est rang E. Et je crois que c'est d'ailleurs le seul rang E qui existe pour vous dire à quel point il est faible. Il est très très faible. Limite, quand il rentre dans un donjon, ça fait plaisir à tout le monde parce qu'on sait que ça veut dire que le donjon n'est vraiment pas effrayant. Sauf que voilà, un jour, il rentre dans un donjon qui va changer de niveau et il va se retrouver, et du coup lui et toute l'équipe avec qui il est va se retrouver dans une situation catastrophique. Il va manquer de mourir, et sauf que voilà, quand il va être sorti du donjon, tout a l'air d'avoir changé pour lui. Et je ne vous en dis pas plus parce que toute l'histoire repose dessus. Si vous aimez les séries d'action et un attrait pour les jeux vidéo, ça va carrément vous parler. Enfin, je dis ça parce que si vous aimez bien les histoires de donjons où il y a des niveaux, il y a une colorimétrie de malade, il y a des, enfin, il y a des planches de folie. Hop, si je peux vous en montrer une. Enfin voilà, quand on voit des trucs comme ça, c'est juste magnifique. C'est un webtoon, hein, donc tout est coloré. On a tout un travail sur les couleurs et notamment sur les noirs et les violets. C'est le petit plaisir sympa, action, badass, badass que j'aime beaucoup. En plus, sur un monde qui est quand même très bien construit, toute l'histoire des portails, de ce qu'on en retrouve, de comment l'humanité s'y est adaptée, je trouve qu'il est bien abouti, contrairement à d'autres où ça pourrait être juste l'excuse, bon bah il y a des portails et du coup on rentre dedans et ça tape du monstre et puis c'est tout. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur un monde où on croit qu'on va être dessus, mais en fait pas du tout. Il y a plein de choses à découvrir, plein de mystères qu'on connaît pas encore sur ces fameux portails. Et là, on rentre dans encore, là on vient de rentrer, je pense, dans un arc, ça va être chaud. De toute façon, je crois qu'il est terminé et que là, je pense qu'on est en train d'arriver vers la fin de l'histoire et je suis toujours autant à fond, et voire même plus. Parce que là, je vois à quel point tout a été bossé, quoi. Et le système des guildes, le système de qu'est-ce que ça fait si on est rang un tel ou rang un tel, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait avec les ressources qui sortent des donjons, qu'est-ce que ça veut dire chez des humains maintenant qu'ils ont des pouvoirs au niveau de la société, qu'est-ce que ça donne. C'est très 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 sympa. Là on est vraiment sur du, alors j'allais dire shonen, mais bon, on est sur du manhwa, donc on va dire que ça marche quand même. On est vraiment sur le côté accomplissement. Le personnage de Jinwoo est très touchant, notamment enfin il est quand même ultra faible. Il va quand même dans les donjons risquer sa vie pour sa famille, pour ramener de l'argent, pour sauver et sa mère qui est malade, et permettre à sa sœur d'avoir une éducation et d'aller à l'école, et qui se retrouve d'un coup
ultra badass. Nouveau tome, on monte encore dans la badassitude et aussi dans l'épique et dans le mystère. Punaise, j'ai tellement envie de savoir ce qui se passe. On va finir par les 2 romans que j'ai lus du coup ce mois-ci. Donc L'échange de Rebecca Fleet aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, avec cette fameuse petite phrase que vous voyez: ne confiez pas vos clés à n'importe qui. Donc c'est Caroline et Francis, un couple marié qui a vécu des moments vraiment pas sympas, qui décident pour reconstruire leur mariage, parce qu'il bat clairement de l'aile, de se lancer dans des vacances sans leur fils, et ils décident d'utiliser le fameux concept de l'échange d'appartements. Donc eux vont aller vivre dans une petite maison de la banlieue de Londres, pendant que leur appartement à eux va être habité par la personne à qui appartient la maison. Caroline va commencer à se rendre compte que la maison qu'ils habitent, donc qui n'est pas la leur, a quand même beaucoup d'éléments qui lui rappellent son passé, et notamment un passé qu'elle aimerait bien oublier et qui lui donne peut-être trop d'informations sur la personne qui vit normalement dans cette maison et qui maintenant est en ce moment même chez eux. Et là, ça va être l'enfer et l'angoisse, parce qu'elle n'a pas du tout envie que cette personne revienne dans sa vie, parce qu'en fait, ça risque sûrement de remettre en avant tous les secrets qu'elle gardait encore jusqu'à maintenant. Déjà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais alors moi, l'idée de laisser mes clés à quelqu'un que je ne connais pas et que je ne rencontrerai jamais et qui puisse rentrer chez moi, à la fois je trouve ça ultra aventureux et j'admire carrément les gens qui pourraient le faire. Moi, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre que je serais capable de faire ça, mais je regarde peut-être trop de true crime, parce que pareil, vous savez peut-être pas, j'adore le true crime, voilà. Et alors que je suis une grosse peureuse et que du coup ça me fait hyper peur et que je deviens paranoïaque, j'ai l'habitude de thrillers où on suit en fait justement un inspecteur qui enquête. C'est très rare en fait finalement que je lise un thriller ou une enquête sans qu'il y ait d'enquête réelle. En fait, la seule enquête, c'est celle de Caroline, qui vit avec tous ses secrets et qui va essayer d'enquêter sur qui est réellement chez elle, chez qui elle est. Pour ça, le roman le fait très bien, avec en plus un twist de fin qui est assez impressionnant, parce que je ne l'avais pas vu venir du tout. Très sympa. Après, il m'a pas non plus transportée. Je vous avoue qu'en plus, Caroline... comment on dit, Caroline, je l'ai trouvée fortement détestable sur une bonne partie du bouquin, même si il y a des passages où je pouvais la comprendre parce que ce qu'elle avait vécu et puis bon, ce qui se passait dans son mariage n'était pas toujours simple, mais je l'ai trouvée quand même très dure, avec notamment son mari. Il y avait des moments, j'avais qu'une envie, c'est de lui dire, eh ben tant pis pour toi, grognasse quoi. Enfin, je suis désolée, hein, mais moi en tout cas, je l'ai trouvée assez détestable. Ça a été très compliqué pour moi du coup, de m'attacher à elle et de compatir totalement à ce qui lui arrivait, même si c'est quand même hyper creepy. Juste un pot de vase posé dans une maison, ça devient effrayant. Et pour elle, ça l'effraie sans l'effrayer, mais pour nous, lecteurs, c'est ultra effrayant. Parce qu'en fait, c'est des petits éléments qui rappellent que, en fait, il y a peut-être un coup monté derrière tout ça, il y a peut-être quelqu'un qui te veut du mal, qui est chez toi en fait. Pour ça, c'est très bien fait et ça changeait de ce que je lisais, mais j'ai pas réussi à rentrer entièrement dedans parce que justement Caroline, je pouvais plus quoi. C'est tout, c'est juste ça. Alors à la fin, j'ai vraiment de la peine pour elle quand même, parce que quand on découvre tout le reste, il y a des choses qui s'expliquent et il y a des choses qui, je pense, peuvent être comprises, notamment au niveau de la psychologie, mais ça n'empêche que pendant la plupart du livre, il y avait un moment, j'avais qu'une envie, c'était d'en finir avec le bouquin parce que je pouvais plus la voir, quoi. Enfin, donc j'ai enchaîné à mort pour pouvoir la quitter. C'est triste à dire, mais c'était un petit peu ça. Je pense qu'il peut plaire à plein de gens, mais c'est pas mon... Voilà, moi ça n'a pas été mon grand délire. Et enfin, j'ai terminé par Les Fantômes de l'Opéra, un grand classique donc de Gaston Leroux, qui est dans sa magnifique édition des Maîtres du Fantastique, qui avait été fait par The Classic, c'est par RBA, je crois, qui fait parfois de superbes éditions comme ça. Dans mes classiques préférés de fantastique, je peux citer Frankenstein, Dracula, Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est des classiques que j'aime beaucoup, et j'avais encore jamais lu Le Fantôme de l'Opéra, donc ça a été le moment de découvrir l'histoire.
On suit l'histoire du coup de l'Opéra de Paris, qui, dit-on, est tenté par un fantôme. Il entrait l'opéra et si on ne lui laisse pas sa loge numéro 5 libre, il crée de gros problèmes à l'intérieur de ce fantôme qui semble s'être épris d'une des jeunes chanteuses de l'opéra et qui l'aide à s'améliorer en chant à condition qu'elle reste auprès de lui. Pas forcément une bonne chose, surtout quand un jeune homme épris décide de libérer l'amour de sa vie, du coup de l'emprise de ce fameux fantôme. Évidemment qu'il mérite d'être lu puisque c'est un grand classique, c'est pas pour rien. Notre chère Christine, donc, qui est la jeune fille que le fantôme hante. Pour l'époque où il a été écrit, c'est bien mis, qu'elle a une caractère, une espèce de lucidité sur sa condition, une vraie ambition aussi à côté quand même pour l'époque et pour ce qu'elle est. Le cadre de l'opéra était très sympa aussi. Après, je trouve que il y avait énormément de passages entièrement sur des extraits de musique et d'opéra, et alors moi je vous avoue que je n'y connais pas grand chose. C'était des passages qui étaient un peu lourds, un peu redondants. En fait l'histoire en général est très bien, et très sympa, mais après il faut être capable d'assurer un livre classique, hein. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas aussi fluide que ce qu'on peut lire aujourd'hui, parce que tout simplement c'est écrit dans... comme les gens parlaient, écrivaient avant. Donc, mais du coup c'est très beau, il y a de très belles tournures de phrases, je n'ai rien à dire sur le style parce que voilà, mais par contre si vous êtes prêt à passer outre ça, c'était une très belle découverte et je pense il va rejoindre la liste des classiques fantastiques que j'apprécie vraiment personnellement. Donc, si vous avez envie de découvrir un petit classique un peu sympa, Le Fantôme de l'Opéra, c'est bien. Malgré les petites longueurs sur qu'est-ce qui a été chanté à tel moment dans l'opéra et sur tout ce qui se passe avec les directeurs que j'ai trouvé un peu rocambolesque, donc parfois drôle, mais parfois un peu lourd et un peu long, pour moi. Mais par contre, assez drôle, faut l'admettre. Donc si on doit faire un bilan de ce petit update lecture, et ben on peut dire que à la limite la lecture que j'ai le moins appréciée, c'était l'échange de Rebecca Fleet. Après c'est pas non plus un flop total, hein. C'était sympa mais sans plus. Solo Leveling qui est toujours aussi bien, découverte d'un classique top. Aussi The Tunnel to Summer, petite série en 4 tomes, si vous l'avez pas encore lu, je vous le recommande bien évidemment. Si je devais retenir que ça de mon dernier update lecture, ça, les très gros coups de cœur, s'il vous plaît, foncez, donnez-leur de la visibilité, aimez-les, parlez-en sur vos réseaux, faites ce qu'il faut, mais je veux tellement qu'ils soient vus, qu'ils soient lus, parce qu'ils le méritent, de la douceur, du doudou, des choses qu'on aime, des choses qui font bien au cœur dans ce monde de brutes. S'il vous plaît, lisez-les, ils le méritent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est sur cette propagande que je vais vous souhaiter à nouveau de très belles aventures et que je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Matane!